Alors merci et bon matin à toutes et à tous. Je vais vous parler brièvement une vingtaine de minutes avant de céder la parole à mes deux collègues Ron et Marcel. Je vais vous parler du numérique en éducation d'un point de vue de la recherche, sur les usages pédagogiques, sur les impacts et peut-être un message pour vous qui avez un rôle important à jouer dans les établissements, c'est de passer d'initiative individuelle à une mobilisation collective. Donc quelque chose qui est important, mais en 2017, c'est intéressant d'avoir un bon prof dans son école qui fait des choses sympathiques, mais en 2017, c'est pas suffisant. Il faut faire quelque chose de plus. Donc les diapositives vont défiler rapidement, d'abord parce que j'ai juste 20 minutes et je vais vous en mettre un peu plus pour vous, même si on aura la chance peut-être de se parler après, donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire et je vous les ferai parvenir, mais je donnerai aussi aux organisateurs qui pourront les partager avec vous. Juste peut-être pour faire marche arrière, pour que vous compreniez le contexte du numérique dans l'éducation, je travaille à l'Université de Montréal, je forme des futurs enseignants de français surtout, mais pas exclusivement, dans le système québécois, canadien. On a une formation pour les enseignants du primaire, une autre pour les enseignants du secondaire, et au secondaire, c'est en fonction de diverses disciplines. Et il y a plusieurs années, j'ai moi-même été enseignant dans un lycée. Donc j'utilise les technologies depuis très longtemps. Depuis plus de 30 ans dans mon enseignement. Donc si vous avez les cheveux blancs, c'est peut-être aussi longtemps que moi, mais sinon, c'est peut-être plus longtemps que vous que j'ai eu la chance de vivre diverses expériences. J'ai commencé avec un des premiers ordinateurs, et à l'époque, on ne pouvait pas faire grand-chose avec le numérique. Donc on pouvait quand même imprimer ses notes, les faire photocopier sur des transparents. Il fallait prendre le bon plastique qu'on mettait dans la photocopieuse pour ne pas tout casser. Quand on est jeune prof, ça arrive des fois de tout casser. Mais donc, je suis parti de là. Et pour vous dire, à l'époque, une telle machine, ça coûtait le prix d'une voiture aujourd'hui. Le gouvernement québécois prêtait aux étudiants sur 17 ans pour s'acheter un ordinateur. Alors je peux vous dire que je les garde en souvenir, parce que quand on achète quelque chose qu'on paie pendant 17 ans, de façon sentimentale, alors que maintenant, des fois, les appareils, c'est bon. Et donc, j'ai fait plusieurs choses au niveau de mon enseignement. J'ai aussi réalisé plusieurs recherches sur le numérique. Donc, je viens de vous parler d'un point de vue de la recherche. J'ai réalisé des recherches dans divers contextes. J'ai eu la chance de faire des recherches au Canada. J'ai eu la chance d'en faire en Afrique sur le numérique aussi. Et donc, j'ai une vision, je dirais, d'ensemble qui me permet de voir qu'est-ce qui fonctionne des fois pour passer des initiatives individuelles à la mobilisation collective. J'ai même eu la chance de faire quelques études en France aussi, dans des aides, dans d'autres contextes. Et j'ai eu la chance aussi de travailler dans un regroupement d'écoles, que mon collègue et ami Ron était en charge il y a quelques années, un des premiers regroupements d'écoles en Amérique du Nord, qui a décidé de passer à une mobilisation collective. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'équiper la plupart de leurs élèves d'une machine pour apprendre un ordinateur portable. Et cette initiative, ce n'était pas l'année dernière, c'était il y a presque 14 ans. Donc c'est pour vous dire qu'en 2017, il est grand temps de passer à ça. J'ai fait des études aussi sur des élèves qui ont des besoins particuliers, sur l'impact du numérique sur de tels élèves. Et dans toutes les recherches qu'on a menées, il y a un constat qui revient chaque fois, c'est que les technologies peuvent, le mot « peut » est important, alors peuvent participer à la réussite de tous les apprenants. Ça dépend des usages qu'on en fait. Ça peut accroître la coopération, la collaboration, les interactions et plusieurs autres impacts positifs qu'on verra de façon un peu plus détaillée. Mais dans tous ces impacts, il ne faut pas se leurrer, le plus important, c'est ce qu'on va faire avec les technologies. Équiper vos écoles, vos lycées, tablettes, iPad, peu importe, ça ne fera aucune différence si on ne met pas le contexte en place. Et le contexte est particulièrement important. Et c'est ce que les apprenants réaliseront, qui transformera leur expérience scolaire, et c'est ce que les enseignants, comme établissement, c'est ce que vous les amènerez à faire, qui transformera aussi leur parcours scolaire. Donc nous sommes en 2017, et pour moi il est 30 ans de passer par-dessus ces initiatives individuelles, ça n'a plus sa place. Si on veut se démarquer, si on veut redorer un peu le blason de l'école, il faut passer à cette mobilisation collective. Rapidement, et c'est un clin d'œil à plusieurs personnes, il y a quelques mythes que je pense important de déboulonner. En septembre dernier, le CDE a publié un rapport Connecté pour apprendre. Et dans ce rapport, ceux qui ont lu trop rapidement, ceux qui n'ont pas terminé la lecture, vous pouvez y lire qu'il n'y avait pas de lien significatif entre la réussite scolaire et l'investissement dans le numérique. Tout à fait vrai.
Mais ce qu'ils disent plus loin dans le rapport, c'est que pour qu'il y ait un lien, il faut investir aussi dans la formation des enseignants. Et là, le lien est important. Donc, si on regarde sommairement, il n'y a pas de lien direct, donc ce n'est pas suffisant l'équipement. Il faut investir aussi dans la formation des enseignants. Il y a une autre étude qui est souvent citée en Amérique du Nord, et comme nous sommes en Amérique du Nord, j'ai pensé la citer. Ça s'appelle, ce sont les travaux de John Hattie qui, dans un ouvrage qui s'appelle Visible Learning, nous explique l'impact de divers facteurs sur la réussite scolaire. Et le numérique fait partie de ces facteurs. Et plusieurs se trompent en le citant. D'abord, il y en a plein qui disent « Oh, il n'a pas dit qu'il avait un impact sur la réussite. » Non, il a dit que ça avait un impact sur la réussite. Et il a dit que l'impact, il était modéré, petit. Sauf que, quand on regarde son ouvrage, et puis les études sur lesquelles il s'est basé, il n'a pas fait de recherche, il a fait une synthèse de plusieurs recherches. Il va citer des recherches sur le numérique qui datent de 1976. C'est plus le même. En fait, la moitié des études qu'il cite, il le dit lui-même, il est très honnête, il met des bémols en disant sur le numérique, il y a peut-être une évolution, peut-être oui, il y a peut-être des choses qui ont changé. La moitié des études qu'il cite pour faire sa synthèse ont été réalisées avant 2000. Ce n'est pas le même contexte aujourd'hui, on ne peut pas s'y là-dessus. Et même lui est très prudent dans ses conclusions. Et même lui dit que ce qu'il dit d'abord, c'est que l'enseignant, c'est ce qui a le plus d'impact sur la réussite scolaire, et peut-être qu'un enseignant avec le numérique aura encore plus d'impact. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des collègues qui ont écrit le désastre de l'école numérique aussi, avec des conclusions tout à fait étranges, je dirais. On va parler de certaines écoles parce qu'on n'aurait pas de numérique et qui serait fantastique, etc. Et tout. Ben, je vous invite aussi à la prudence dans la lecture de cet ouvrage. Et je vous invite peut-être à lire la critique que le Café Pédagogique en a fait, qui est tout à fait délicieuse sur le plan de la critique. Donc, est-ce que le numérique a un impact sur la réussite scolaire? Ben, je peux vous dire que les dernières recherches les plus récentes montrent de façon très claire que oui. Et dans quel contexte est-ce qu'il y a le plus de réussite possible? Je pense que mon collègue Rod sera content. C'est quand chaque apprenant arrive à apprendre avec son propre outil. Quand on arrive à créer des contextes où chaque apprenant a son propre outil, c'est réellement là que l'impact sur la réussite est le plus marqué. Et impact sur la réussite au sens très large. Donc, en 2017, se poser la question, est-ce que les technologies ont un impact sur la réussite? Selon moi, c'est plus la bonne question à se poser. Il faut plutôt se demander comment faire avec le numérique pour accroître la réussite, pour accroître la coopération, les interactions, etc. Et donc, selon moi, il y a beaucoup d'études qui l'ont démontré dans divers contextes aussi. Le numérique peut aussi devenir un facteur d'attraction, d'attractivité pour les écoles. Et ça, c'est important. Comment certains lycées se démarquent? On a eu la chance de réaliser des études à Shanghai et à Singapour, avec un autre regroupement d'écoles français qu'on n'aimera pas aujourd'hui ici. Mais là-bas, à Singapour notamment, ils arrivent à se démarquer par leur usage du numérique, parce qu'il y a une compétition aussi entre certains de ces lycées. Donc, un facteur d'attraction aussi du numérique. Quels avantages du numérique pour l'éducation? Ce qu'on a fait au Québec, on a eu un virage tablette majeur il y a 5 ans, un petit peu plus que 5 ans maintenant, les iPads ont été lancés et on a une 60aine de lycées au Québec, d'écoles secondaires, qui ont pris ce virage numérique par l'entremise de la tablette. On les a suivis pendant 5 ans. Des écoles qui ont fait ce virage en 2011-2012, plus que 5 ans maintenant. Et ce qu'on a pu voir au fil des ans, dans les recherches qu'on a réalisées, c'est qu'il y a plus de 40 avantages dans l'usage du numérique en éducation. Plus d'une quarantaine d'avantages. Encore une fois, tous ces avantages sont liés aux usages qui sont faits. Un des premiers avantages qui me semble intéressant, et je prends 20 secondes pour montrer une vidéo d'un élève, c'est l'apprentissage. Un impact sur l'apprentissage. L'impact sur l'apprentissage, il est complexe, il n'est pas simple. Il y a un contexte à mettre en place. Mais je vous invite à voir cette courte vidéo où est-ce qu'on voit un gamin qui a 7 ans, qui n'avait pas les mathématiques avant, et qui, pour s'occuper dans sa classe, son enseignant lui permet de jouer à un jeu de mathématiques, une demi-heure par jour, des fois 15 minutes, des fois plus. Et il faut voir à quelle intensité il adore faire des mathématiques. Et à force d'en faire, quand il a un examen papier-crayon, parce que dans le
plupart des écoles, les examens sont en papier-crayon. Est-ce que son habileté de calcul mental qu'il a développée en jouant des heures et des heures avec cette application, est-ce que ça se transpose? Évidemment. Et donc, d'un élève qui n'aimait pas les mathématiques, d'un élève qui n'était pas bon en mathématiques, ben, il est devenu un des meilleurs de la classe en mathématiques. Il est devenu quelqu'un qui adore faire des mathématiques. Quand son enseignant lui dit c'est fini, ah non madame, je voudrais jouer encore. Pour lui, il a l'impression de jouer. Mais ce qui est intéressant dans cette application, c'est que cette application lui fournit en temps réel des indicateurs sur son progrès. Il y a 2000 niveaux. Bon, ça veut dire que son enseignant a de la marge de manœuvre pour le laisser jouer encore pendant quelques années. Et on calcule son niveau et on calcule le temps aussi qu'il prend pour atteindre chacun des niveaux. Et donc, lui, il a son bilan de façon instantanée. Il n'a pas besoin d'attendre la correction. Et de façon instantanée, il rejoue, etc. Premier impact, l'apprentissage. Deuxième impact, la motivation. Et là encore, plusieurs recherches ont montré, même Giornati en parle, un impact majeur sur la motivation, un impact sur les interactions, un impact sur la collaboration, sur la coopération entre les jeunes. Plusieurs pensent qu'avec le numérique, on s'isole, mais non, on collabore aussi. Ce qui est très intéressant de voir, après les 5 années pendant lesquelles on a suivi ces écoles, première année, il n'y avait pas 40 avantages. Il faut comprendre, quand on intègre le numérique en éducation, la première chose qui se passe, il ne faut pas demander tout de suite des résultats. Ça ne peut pas se passer bien. Et si on vous dit que ça se passe bien tout de suite, on est en train de vous mentir parce qu'on a peur de vous. On a peur que vous retiriez ces privilèges numériques. Première fois qu'on met des tablettes entre les mains des gamins, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes. Parce qu'ils vont sur des jeux, ils vont sur les réseaux sociaux, ils n'écoutent pas. C'est compliqué au début, il faut être patient parfois. Mais après 5 années, on arrive à 40 avantages. Et après 5 années, il reste 3 défis principaux. 3 défis principaux, et on a fait beaucoup d'observations de classe dans des profs tout à fait exceptionnels. Et le premier défi, il n'y a aucun prof qui a réussi après 5 années à trouver une solution à ça. Il y a des solutions, mais ça demeure un défi qui est omniprésent. Ce qu'on appelle en Amérique du Nord la gestion de classe. Donner un outil numérique aux élèves, c'est une tentation. Il y a un côté un petit peu obscur dans ça. Je ne parle pas ça de façon négative, mais pour eux, c'est tentant. Imaginez-vous un gamin au lycée, qu'est-ce qu'il va préférer? Un message sur Facebook ou la règle du participe passé qu'on lui enseigne? On leur a posé la question. Les meilleurs arrivent à résister à 3 notifications. Les meilleurs. Les moins bons, ils n'y résistent pas tout simplement. Donc, il faut comprendre ce défi. Et je vous raconte une toute petite anecdote. On était dans une classe des élèves de 8 ans. Il y avait moi, il y avait l'enseignante, et puis il y avait sa collègue qui venait voir ce qu'on faisait. 18 élèves, 3 profs. On s'est dit, on va les contrôler, il n'y aura pas de souci. Après 15 minutes, on a perdu le contrôle. Et l'enseignante a dit, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude auprès des petits. Quand vous parlez, là, vous leur demandez de mettre les mains derrière la tête. C'est sûr qu'au lycée, on ne peut pas vraiment enseigner ça. Je fais ça. Mais quand vous regardez la petite fille ici, elle a les mains derrière la tête, elle n'écoute pas du tout. Et l'autre, là-bas derrière, il a une main derrière la tête, l'autre sur sa tablette. Le premier, il a eu peur. Hein, il m'en regarde. Mais donc, l'attention, la gestion de classe, c'est un problème majeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter pour autant. Il faut en être conscient. Il y a des stratégies qui fonctionnent plus. Il ne faut plus rester devant la classe, il faut circuler. Quand on les met au travail, il faut être peut-être derrière la classe pour voir leur écran. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Deuxième défi, la responsabilisation des élèves. C'est ce qu'on a remarqué après 5 ans. Les élèves deviennent plus responsables. Et ça, c'est quelque chose d'important. Troisième défi, la formation des enseignants. Et formation des enseignants, pas sur le plan technique uniquement, mais sur le plan d'intégration des technologies, quelque chose de très important. Et si ça vous intéresse, sur mon site, il y a plusieurs stratégies pour bien former les enseignants dans l'usage du numérique. J'en reparlerai un tout petit peu plus tard. Et dernier défi, qui reste aussi, qui peut être plus discret, qui s'efface tranquillement, mais qui est plus présent au début, qui n'est pas présent à la fin. Les défis techniques, comme on a eu ce matin ici, ceux qui étaient présents à 8 heures. Et donc, avec ces défis techniques, il faut apprendre à rester, je dirais, un peu zen, à trouver un plan B et à aller de l'avant quand même, parce que les défis techniques, ça fait partie du numérique. Et dernier élément dans votre rôle peut-être de chef d'établissement pour plusieurs, quand vous faites l'acquisition d'appareils numériques, il faut penser parfois à une compatibilité ascendante, qu'on appelle. Il faut trouver des façons que les appareils dont vous faites l'acquisition une année soient disponibles, compatibles avec le futur. Sans quoi, chaque année, on est en train de réinvestir et à ce moment-là, on arrive avec une flotte d'équipements qui est très complexe à gérer pour les enseignants, pour les techniciens.
J'arrête avantages et défis. Je dis juste quelques mots sur comment on fait pour mesurer le succès de l'intégration du numérique dans l'éducation, ces recherches qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord des recherches, on les a faites ici, on les a faites ailleurs aussi, auprès de divers acteurs scolaires, des élèves, des enseignants, des parents, des directeurs, des conseillers pédagogiques, etc. Et des études aussi avec une variété d'instruments de mesure. Des instruments aussi qui reflètent le caractère complexe de la salle de classe. Parce que certains font des recherches sans vraiment se déplacer dans la salle de classe. Donc, on fait des questionnaires auprès des élèves, de tout le monde, c'est facile, c'est simple. On fait des entrevues, des entretiens. On va voir dans les classes, on fait des observations, on filme, un peu comme la vidéo du petit garçon que je vous ai montré, et on regarde aussi les traces informatiques. Qu'est-ce que l'enfant a fait avec sa tablette pendant toute l'année, toute la session, etc. Et il faut parfois aussi innover dans la collecte des données. Quand on regarde toutes ces recherches qui prennent des protocoles de recherche qui sont archaïques, qu'on essaie de transposer ça avec le numérique, ça ne fonctionne plus. J'en dis pas plus sur la recherche, mais si ça vous intéresse, encore une fois, je vous invite à aller voir ça. Et vous pourriez trouver plusieurs rapports de recherche qu'on a fait. L'iPad en éducation, 26 000 élèves qu'on a suivis, et dans des rapports plus anciens, comme ceux qu'on avait fait dans le regroupement d'écoles de Bonn, où est-ce qu'on a montré les avantages de donner un ordinateur portable à chacun des élèves, des études sur les tableaux blancs interactifs, sur leur présence à l'école, sur les élèves qui ont des besoins particuliers, sur l'écriture et le numérique, etc., etc. Quels usages des enseignants? Encore une fois, je répète l'importance de passer de ces initiatives individuelles aux initiatives collectives. C'est important. Il y a des usages qui sont préférés des apprenants. Qu'est-ce que les apprenants aiment faire? Ils aiment créer, produire, communiquer, coopérer. Est-ce que les enseignants, dans les premiers usages, qu'est-ce qu'ils font? Non, tout de suite. Est-ce que c'est mauvais? Pas nécessairement. Et donc, il y a plusieurs modèles qui vous permettent un peu de voir ou de situer vos enseignants, ou les enseignants avec lesquels vous travaillez. Il y a le modèle SAMER qui est très populaire et qui est très simple, où est-ce qu'on explique qu'au début, tranquillement, ça prend du temps, on va faire les mêmes tâches qu'on faisait sans le numérique, avec le numérique, et éventuellement, il y aura peut-être de l'innovation. Moi, je pense qu'il y a une grande erreur qu'on fait quand on voit ce modèle. On ne veut pas des enseignants qui innovent à chaque instant. Le modèle, il est là pour se situer, pour voir que parfois on peut innover. Parfois, on peut simplement faire les mêmes choses avec le numérique. Et moi, je dirais même que parfois, on peut rester papier-crayon pour certaines tâches parce que c'est plus simple et c'est plus facile dans le contexte, etc. L'idée, ce n'est pas d'innover à chaque instant. Il y en a qui innovent plus souvent que d'autres. L'innovation, moi, je pense que ça doit être la géométrie variable. Mais dans tout ça, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la mission de l'école. Parce qu'il y en a certains, on veut innover, on oublie parfois que l'objectif, c'est de faire apprendre aussi. Il y a un autre modèle qu'on a fait qui est adapté de ce modèle-là. Et ce modèle est basé sur les 5 années de suivi des lycées. Il se ressemble beaucoup, il est plus complexe, puis c'est peut-être même très complexe pour montrer ce matin tôt. Mais ce modèle, ça montre aussi les dérives qui sont peut-être liées au numérique. Donner des tablettes à des élèves, des ordinateurs portables, et puis même, si vous ne leur donnez rien, ils ont probablement leur smartphone dans leur poche, et rester devant la classe, enseigner de façon magistrale, et vous allez voir la détérioration. Ils ne vont plus écouter, ils vont faire autre chose. Ils vont même moins apprendre. Donc il y a ce côté dans le numérique dont on doit être conscient. Comme enseignant, on doit même être meilleur qu'avant à cause de ce défi potentiel. Je termine rapidement, parce qu'il me reste 1 minute et demie. Ce que je vous invite, c'est peut-être à devenir des éducateurs informés des derniers développements en éducation, des derniers développements technologiques. On est 3 ce matin dans le domaine du numérique, Marcel, Ron et moi, et régulièrement sur un réseau social qui est particulièrement intéressant pour les gens occupés comme vous, parce que ce qu'on diffuse, c'est 140 caractères au moins. Ça se lit entre 2 gorgées de café. Et sur mon site, ce que je diffuse, c'est des synthèses de résultats de recherche qu'on a, des fois que d'autres ont mené aussi. Et on retrouve différentes recommandations. Et ce qu'on a diffusé récemment, ce qui est un souci pour les écoles, pour les lycées, c'est la question des parents. Alors on a fait une synthèse des recherches, qu'est-ce qu'on sait sur les parents, comment bien les informer, comment s'assurer d'avoir leur appui quand on prend le virage numérique. Et je sais que c'est un immense souci pour des collègues à travers l'Amérique du Nord, en Europe et ailleurs aussi, donc si ça vous intéresse. Et je vous invite aussi à regarder les recommandations, les nouvelles qui sont diffusées par mes collègues. Alors en conclusion, avant de laisser la parole à mes collègues,
Moi, je pense que le numérique, c'est un atout de réussite universitaire et de mobilité internationale. Je pense que ça se prépare avant. Poser la question si ça a un impact sur la réussite scolaire, pour moi, c'est plus la bonne question à se poser. Est-ce que ça a un impact sur la réussite? Est-ce que ça peut participer à la valorisation des établissements? Alors, il faut passer à autre chose. Il faut se demander comment. Et il faut réaliser le potentiel éducatif du numérique et technologique. Et les résultats de recherche actuels, ce que je vous ai montré au début, c'est une capture d'écran d'une étude dans la plus prestigieuse revue en éducation et en psychologie, qui est sur le point d'être publiée et qui montre, hors de tout doute, avec plus de 200 000 participants, ces impacts positifs du numérique dans l'éducation. Donc, plus d'une quarantaine d'impacts positifs. Oui, il y a des défis, je voulais être transparent avec vous. Il ne faut pas oublier le rôle des enseignants, qui est clé dans ces avantages, mais il ne faut pas oublier non plus le rôle joué par les directeurs d'établissement. Ce rôle, il est majeur aussi. Si on se limite au rôle des enseignants, on se cantonne dans les initiatives individuelles. Si on veut passer à la mobilité collective, c'est le rôle, c'est votre rôle qui est clé. Et donc, mon message pour la fin, c'est de passer de ces initiatives individuelles à la mobilisation collective. Je vous remercie. Eh bien, bonjour tout le monde. Oh, non, non. Bonjour tout le monde. Ça va mieux? C'est mieux. Merci beaucoup. Alors, ce fut un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, j'ai 20 minutes. Alors là, je n'ai pas commencé encore, alors c'est bien pour moi. J'ai 20 minutes à passer avec vous. Et puis, mon message est un message que on parle de, on ne voit pas ici le haut, mais la stratégie numérique, les stratégies numériques, quels freins dans la mise en œuvre? Alors, je vais vous raconter encore une question de contexte. Et me voilà, il y a 41 ans, enseignant, 1976. J'avais des cheveux, barbe, à part ça, il n'y a absolument rien qui a changé. Mais quelque chose qui était intéressant, c'est que la première année, j'avais un collègue qui est venu me voir, M. Robinson. M. Robinson, ça faisait 22 ans qu'il enseignait dans cette école. Il est venu me voir et il m'a dit, Ronald, il dit, alors, tu es un nouveau enseignant? J'ai dit, oui. D'accord. Il dit, je vais te dire quelque chose. Je dis, quoi? Il dit, tu sais, les élèves de 1976 ne sont pas du tout comme les élèves des années 50. Il fallait voir les élèves des années 50. Ils savaient comment lire, écrire. Imaginez-vous, j'ai entendu ça en 88, quand les gens parlaient des élèves en 60 et 70. Après ça, en 90, j'ai entendu parler des élèves des 70-80. Et au fur et à mesure qu'on progresse en éducation, il faut se rendre compte de quelque chose qui est assez important. Les jeunes à qui on a affaire ont toujours le même âge. C'est nous qui vieillissons. C'est nous qui changeons. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors, 41 ans, et ce fut une belle expérience qui continue. Et maintenant, moi, je vais faire un petit sondage. S'il vous plaît, levez la main si vous aimez le statu quo. Ah non? Vous détestez le changement en éducation. Ah bon? C'est bien. Je suis heureux. Les intérêts passent devant les étudiants. Tout de suite. Je vous ai vu, là. Quatrièmement, la technologie, oui, dans notre société, mais non dans les salles de classe. Ah, tiens, c'est fantastique. Alors, j'ai absolument rien à vous dire. C'est la fin de la présentation. Ce fut un grand honneur. Merci beaucoup. Je vais continuer. Maintenant, je vais vous faire un autre sondage. Levez la main si vous pensez que vos collègues aiment le statu quo. Et que je déteste le changement en éducation. Vous êtes vraiment gentils, hein? Vous êtes vraiment gentils. Les mains ne sont pas là. Je vais vous dire, dans d'autres congrès et tout ça, souvent les gens se regardent et passent les mains sur le... Ah oui, oui, c'est sûr, c'est comme ça exactement. Leurs intérêts passent devant les étudiants. Et ils pensent que la technologie, oui, dans notre société, mais non dans les salles de classe. Alors voilà, exactement. On est toujours en train de se regarder et de dire qu'est-ce que les gens font et tout ça, de quelle façon ils le font, c'est-à-dire le virage
L'association avec qui je travaille depuis 7 ans, j'ai pris ma retraite quand Thierry en a parlé comme directeur général de la commission scolaire Eastern Townships au Québec. Et là, ça fait 7 ans parce que je suis président, directeur général de l'Association canadienne d'éducation. L'année passée, on a célébré notre 125e an d'existence, 1891. On est financé par les ministères d'éducation à travers le Canada et nous agissons à titre de centre de recherche et aussi d'avis, de conseiller pour les ministères, les commissions scolaires, les écoles privées, n'importe quel intervenant qui s'intéresse à l'éducation, on est là. Et nous faisons beaucoup de recherches. Comme Thierry en a parlé aussi, nous, on a même fait de la recherche sur la recherche en éducation. Pas beau. C'est pas beau du tout. Moins de 15% des décisions prises que par des ministères, des commissions scolaires, sont basées sur la recherche. Très inquiétant. Ce qui veut dire encore qu'on se laisse diriger par des opinions, on se laisse diriger par, on peut dire, des mouvements, n'importe quoi. Mais finalement, on ne se base pas dans la recherche. Et c'est là où on doit quand même miser davantage sur cet élément. À notre association, nous luttons contre de nombreuses perceptions en éducation. Vous voyez Titanic et la réalité, les navires de croisière modernes. Mais toujours, même moi-même, dans ma tête, Titanic, pour moi, était énorme. Mais finalement, c'est presque en comparaison. Ce qu'on faisons ici à l'association, 6 domaines de recherche et de pratique, l'engagement intellectuel des élèves, l'enseigner selon vos aspirations, les obstacles au changement en éducation, l'intégration d'éthique en éducation, les neurosciences, l'enseignement, l'apprentissage et le perfectionnement en éducation, une question d'intégration. Et lorsqu'on parle, et je vais vous parler brièvement aussi de la question de formation pour les enseignants, au point de vue de frein. Mais très, très souvent, ce qu'on a pu savoir, c'est que ce n'est pas le contenu de la formation qui est questionné, c'est le modèle d'intégration. C'est ce que nous faisons avec le perfectionnement. Là, c'est là où on a beaucoup de problèmes en éducation. Ensuite, à l'ACE, nous osons poser des questions provocatrices. Et c'est ça que nous faisons. Et c'est ça qui dérange des gens. Alors, c'est pour ça que je veux vous dire, je le dis toujours d'une façon très respectueuse, tout ça, il se peut que je vais dire quelque chose que vous n'aimez pas. Et c'est fort possible. Mais à ce moment-là, moi, ce que je vous dis, c'est, s'il vous plaît, venez me voir pour me parler de la recherche dont vous vous appuyez. Important. Ensuite, je vous pose la question. La technologie en éducation, virage ou mirage? En 1991, j'ai participé à mon premier congrès en technologie, en numérique, en éducation à Austin, Texas. Et à ce moment-là, je vais vous dire quelque chose. On s'attendait tous que, dans un échéancier de 5 à 10 ans, les écoles ne se ressemblent plus comme du passé. Ce serait complètement différent. On verrait nos classes devenir des centres d'apprentissage et ça va éclater la structure de l'éducation. Et en 2017, il y a 2 mois, je suis retourné à la classe où j'ai commencé à enseigner en 1976. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Depuis 1910, où en sommes-nous vraiment? Parce qu'en 1970, c'est donc que Dr. Simon Papert a écrit son article qui parlait de l'utilisation de la technologie dans les classes. Et c'était vraiment le papier qui avait préparé le chemin pour l'ouverture des numériques en éducation. Mais où sommes-nous 47 ans plus tard? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que voici la vision de plusieurs personnes en éducation. On voit la technologie tout simplement comme une sorte de fusil qui va faire pousser notre engin, notre moteur, et tout ça de cette façon-là avec des chevaux, toujours en utilisant quand même une technologie, une structure qui est basée à la fin du 19e siècle. Alors, si on a cette idée-là, de tout simplement dire on va utiliser la technologie, puis ceci, comme Thierry l'a dit, et Marcel va dire aussi, c'est une perte d'argent énorme. Faites-le bon. L'éducation, transformation ou évolution. Et là, c'est une question qu'on pose, et on pose de plus en plus maintenant. Parce que ce qu'on voit, c'est que vraiment, on veut parler quand même de la question de l'évolution. Mais l'évolution veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est un changement très graduel au lieu d'une transformation. Si vous pensez à les structures de l'éducation, souvent on pose la question qui a établi, qui a créé l'école primaire, qui a créé les lycées, les écoles secondaires. Mais voilà, c'était 2 comités en 1894 et 1895 qui les ont établis.
à l'université de Harvard. Et à ce moment-là, ça a été fait, la structure de l'éducation était basée sur une ligne de production. Voilà la réalité. Parce que lorsque vous parlez avec les psychologues, ceux qui font les neuroscientistes, ils vont vous dire qu'il n'y a aucun rapport entre un enfant qui a 6 ans et la première année. Aucun rapport. C'est tout simplement une décision qui a été prise il y a environ 125 ans pour dire que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à former nos jeunes. Et à ce moment-là, la formation était basée uniquement sur la question de littératie, afin de leur montrer comment écrire, lire et compter. C'était tout. Il n'y avait pas du tout cette histoire de tout simplement chercher l'épanouissement quand même d'un jeune et son cerveau et tout ça. Pas du tout. Le but était toujours en visant le plus bas dénominateur commun. Oui, la technologie change rapidement, mais elle n'évolue pas naturellement. On voit des changements dramatiques dans la technologie. Oui, et on voit beaucoup la présence de la technologie partout. Mais ce que nous savons, c'est qu'en général, les gens n'aiment pas le changement, de quelque type que ce soit, à moins qu'il leur donne un bénéfice direct. Et ça, c'est la vérité. Encore en parlant avec les psychologues, les industriels en particulier, ils vont vous dire, les gens ne le diront jamais. Et lorsqu'on parle de changement, la première question qui se pose, c'est « et moi? De quelle façon ça va m'aider? » Alors, les premiers adopteurs en éducation sont incapables de créer des changements soutenus. La clé réside avec les adopteurs intermédiaires qui favoriseront l'évolution plutôt que le changement. Et même alors, l'évolution restera lente. Et c'est une question que je me suis posée pendant même 2 décennies. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'intégration des technologies en éducation d'une façon plus approfondie? Et la réponse est les premiers adopteurs, c'est des gens qui sont incapables. Parce que leur nature est de fait qu'ils vont aller toujours chercher autre chose. Mais leur collègue dans la salle des professeurs est en train de les voir pour dire « Ah oui, non, ça c'est Jean. Jean, il fait toujours quelque chose de flyé, toujours quelque chose de différent. Chaque mois, il revient dans la salle. » Mais ce n'est pas Jean qui va convaincre les autres professeurs. C'est le professeur intermédiaire. C'est le professeur adopteur intermédiaire. Celui qui est assis en train de regarder Jean et dire « Tiens, c'est intéressant ça. » Je vais y réfléchir et je vais revenir vers Jean après pour lui poser des questions. Ou après ça, il va aller voir Marie, qui est comme Jean, qui est elle-même, c'est quelqu'un qui change souvent, que ce soit la technologie ou d'autres pédagogies. Ce sont ces gens-là qui restent et qui sont des gens qui vont convaincre beaucoup plus que des autres. Et si nous parlons de l'évolution, et trop souvent j'entends dire ça, les jeunes maintenant, voilà, c'est différent, le cerveau, ça change et tout ça. Non. Quand vous parlez avec les neuroscientistes, ils vont vous dire tout de suite, le cerveau a évolué au cours des millions d'années, mais rien n'a changé au cours des 100 dernières années. La question clé, est-ce que nos pratiques pédagogiques travaillent pour ou contre le cerveau? Alors voilà une autre question qu'on doit se poser davantage. L'aménagement d'une salle de classe fait une énorme différence. Ce que vous voyez là, c'est des images de High Tech High à San Diego. Très intéressant. C'est une école qui n'a pas de mur. Tout est en sorte de plastique, on voit à travers. Tout ce qu'on voit. Et voyez-vous, ça fait un énorme changement, juste même dans le comportement des enseignants et des élèves. Et ça fait que quand même, ça fait une ouverture d'esprit aussi. Et maintenant, je vous montre la salle du 21e siècle. Souvent, on pose la question, mais voilà, c'est quoi cette classe de la rue du 21e siècle? La voilà. C'est votre maternelle. Et je me pose la question, mais pourquoi est-ce que la maternelle, type formant tel qu'elle, n'est pas au niveau des lycées? Mais non, tu ne peux pas faire ça. Ce sont des jeunes, on les prépare, ce sont des jeunes adultes. On doit les préparer pour le monde, des adultes. Nous sortons quand même de quelque chose comme ça, qui est enfantin, loin de là. Loin de là. La recherche est claire et définitive. L'intégration, la pédagogie, l'apprentissage est à son meilleur au niveau de la maternelle. À ce moment-ci. Ben non, voilà. Nous devons préparer des jeunes, comme je vous ai dit, des étudiants pour l'avenir, le monde des adultes. Alors, voyez-vous, ça, c'est des images maintenant du monde des adultes dans les compagnies. Et j'ai fait exprès pour choisir 4 endroits, 4 continents différents. Alors, voyez-vous, leur centre de travail. Okay? Et après ça, quand je vous pose des questions, par contre, voici la majorité de nos classes au niveau des lycées. Alors, où est le lien lorsqu'on dit qu'on prépare des jeunes pour le monde des adultes? J'imagine que le lien n'est plus là. Et voilà l'autre élément qui est encore plus important, c'est la question quand même de la pertinence, et qui est la plus grande question. Et lorsque je parle de frein, voilà une. Comme je vous en ai parlé,
lorsque nous avons fait même un congrès, et ça c'était l'année en 2013, et où là, il fallait voir, j'ai eu 2 présidents de syndicats qui m'ont appelé pour nous dire on déteste la question que vous posez. La question qu'on posait, c'est pourquoi est-ce que le changement d'éducation ici? Et 2 ministres aussi qui m'ont appelé pour me dire on déteste la question. J'ai dit, mais c'est une question qu'on nous pose toujours. Finalement, on va le poser ouvertement. Et finalement, on a eu au-dessus de 400 personnes qui se sont présentées, incluant tous les syndicats, incluant tous les groupements de cadres scolaires, des parents, des étudiants, de la communauté indigène, autochtone. Tous ces éléments-là étaient présents. Ces gens-là étaient présents. Et imaginez-vous, qu'est-ce qu'ils ont identifié comme facteur numéro 1? C'était le système humain. Exactement, la structure elle-même. Ce n'est pas une structure qui favorise l'innovation, la créativité. Je vais vous dire aussi, avec mon équipe, nous avons fait une sorte de révision de tous les affichages pour les passeports cadres à travers le Canada dans les 2 dernières années. Dans aucun cas, on a écrit qu'il fallait que cette personne soit innovatrice ou créative. Aucun cas. Alors, c'est intéressant de dire de quelle façon est-ce que nous préparons les jeunes. Je voudrais que vous lisiez quand même cette citation ici, s'il vous plaît. Alors, pas que les écoles fassent partie intégrante de notre culture et reflètent ses valeurs, les changements technologiques qui ont été sur l'ensemble de la société n'ont guère touché le système éducatif. Au cours des 20 dernières années, un profond fossé s'est creusé entre le processus d'enseignement et l'apprentissage des écoles et les façons d'obtenir des connaissances dans l'ensemble de la société. Un fossé rendu évident par la réalité que le processus d'enseignement n'a presque pas changé au cours des 100 dernières années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat sur l'ensemble? Oui, je dirais, on en parle ouvertement de ça. Sauf que, ça a été écrit en 1993. Question que je vous pose, est-ce que les traits d'un élève qui réussit diffèrent des traits d'un adulte qui réussit? Lorsqu'on parle de l'intégration, on parle du numérique dans les classes, c'est quoi comme résultat que nous visons exactement? Et ça, c'est très, très, très important d'identifier avant que vous fassiez n'importe quoi au point de vue de l'intégration de la technologie. Alors, sondage. Un autre sondage. D'après vous, quelle innovation a eu le plus grand impact sur notre société? Et il n'y a pas de bonne réponse en passant. Okay. Alors, numéro 1, la plomberie interne. Deuxième, l'électricité. Troisième, technique de production. Quatrième, le vaccin. Et cinquième, l'Internet. Alors, levez la main, s'il vous plaît, ceux qui pensent que c'est la plomberie interne. Il n'y a pas de bonne réponse en passant. Okay. Qui pense l'électricité? Ah, OK. Ensuite, technique de production. OK. Le vaccin. Ah. Et l'Internet. Alors, finalement, c'est l'électricité qui a gagné ici. Mais c'est intéressant parce que la raison que je vous montre ça, c'est parce que nous croyons que dans notre société actuelle, on a le monopole des changements. Des changements rapides et de l'innovation. En réalité, c'est une croyance présomptueuse. Les sociétés de la fin du 19e et début du 20e siècle ont été fortement touchées par l'innovation. Exemple, la création du système scolaire public pour tous les élèves. Alors, cette idée qu'on entend parler toujours, maintenant, on n'a jamais vu de changement. Non, c'est pas vrai. Alors, faites votre recherche et vous verrez qu'à la fin du 19e siècle, 20e siècle, wow, il y avait des changements énormes qui se faisaient. La grande différence entre la fin du 19e siècle et maintenant, c'est la question de communication. C'est que maintenant, on communique beaucoup plus avec tout le monde, finalement, avec le monde à travers la Terre. Alors, et ton message, mon ami? Bon, alors, message. Les élèves et les profs font des miracles avec la craie. Ensuite, les élèves et les profs font des miracles avec un crayon. Ils vont le faire, ils l'ont toujours fait, ils vont continuer à le faire. Mais, mise en garde, quand les gens disent que la technologie est simplement un outil, ce n'est pas vrai. Okay? La technologie est un portail important pour les profs. C'est beaucoup plus pour eux que pour ces élèves. Quand je participe à des congrès sur la question de l'intégration du numérique en éducation et je vois des exemples de comment les élèves font toutes sortes de choses et tout ça, oui, c'est toujours impressionnant. Mais
Ce qui est encore même plus impressionnant, c'est de voir comment le professeur utilise cette technologie. Qu'est-ce que le professeur fait avec cette technologie? Si le professeur décide simplement de dire, ben, écoutez, on va écrire et on va faire des affaires assez banales et tout ça, qu'il peut faire sans la technologie, ça sert à quoi finalement? Alors, c'est un investissement qui est important quand même, mais il ne faut pas oublier où visez-vous. Alors, ce que nous visons ici, c'est avec même la recherche que nous avons faite, c'est le coin à droite, là où les élèves ont des compétences élevées et un défi élevé. Parce que si vous ne leur offrez pas ça, quelque chose comme ça, ce qui nous arrivons, c'est qu'on se retrouve que ce soit des élèves qui vont s'ennuyer, qui vont soit quitter, ou après ça, ils vont démontrer un taux d'anxiété très élevé. Et c'est là que nous visons avec le numérique. Les institutions essaieront toujours de préserver le problème dont elles sont la solution. Et voilà. Il faut y réfléchir. Alors, après 41 ans, voici quelques sous-sections que vous pouvez faire de réussir l'intégration des types et des nouvelles façons d'apprendre et d'enseigner. Autrement dit, changer votre environnement. Alors, les actions précèdent les convictions. Aucune organisation n'appuiera un appui universel ou presque. Dans votre lycée, si vous pensez que non, il faut que tout le monde soit d'accord, ça c'est une dette. À ce moment-là, ça serait fini, vous ne l'aurez jamais. La nature humaine est telle qu'il y a toujours 10 à 15 % qui sont contre le changement. Ça, ce sont des gens qui se réveillent le matin, se regardent dans le miroir pour dire « Ah, c'est pas une autre journée, je m'habitue à hier. » Et alors, c'est pas avec ces gens-là que vous pourrez changer. Alors, mettez votre énergie dans ceux qui performent. Mettez l'énergie dans ceux qui sont en train de faire que votre lycée, votre école réussisse. Deuxièmement, respectez toujours les objectifs d'origine. Transformer l'enseignement et l'apprentissage. C'est transformer. C'est ça le but. Veillez à obtenir un appui pragmatique et non simplement un appui philosophique. Et trop souvent, j'ai vu des directions d'école, surtout les directions d'école. Oui, Ronald, oh, j'adore le numérique. Oui, j'adore ça. Oui, je fais ça dans mon école. Oui, absolument. Mais est-ce que quand ça vient le temps de faire vraiment des changements et vraiment gérer le changement? Ça, c'est autre chose. Et c'est pour ça l'appui pragmatique est très important. La pédagogie l'emporte toujours sur la technologie. Attention, je vais dire quelque chose qui risque de choquer des gens ici. Mais si vous avez la technologie dans votre école, et si ce n'est pas dirigé par un pédagogue, vous avez un gros problème. OK? Parce que ces gens-là, à ce moment-là, vont voir la technologie comme la plomberie. C'est tout à fait quelque chose qui est dans le bâtiment, dans les murs et tout ça. Mais ça doit être toujours mené par les pédagogues. Toujours. Et c'est la technologie qui est à l'appui, non l'inverse. Très important. Donnez le relais à un collègue passionné. Assurez-vous quand même, dans votre plan de succession, qu'il y ait toujours quelqu'un qui va être là, qui va être à l'appui de ce que vous avez fait. Fournissez une formation en leadership aux directions des écoles. Ça, c'est très important. Souvent, on parle de la formation aux enseignants qui est tout à fait critique. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais pour les directions d'école qui vont être obligées de gérer ce changement. Alors, c'est pas juste une question d'emmener la technologie, de l'intégrer, mais c'est de comment voir de quelle façon vous-même vous pouvez faire ces changements et gérer tout ça. Fournissez la formation spécialisée directement aux élèves. Okay? Essayez de donner l'impulsion au projet. Écoutez les élèves. C'est ça que nous avons fait à notre commission scolaire. Et je peux vous dire, ça a été fantastique. Ça a pris du temps que les professeurs acceptent que l'élève s'apprenne plus sur la technologie que le prof. Mais je vais vous dire, après ça, le rapport qui existait entre le prof et l'élève était fantastique. Ensuite, j'achève. Un plan de communication exceptionnel est nécessaire. Absolument. Malheureusement, dans le monde de l'éducation, nous utilisons beaucoup des acronymes. Pour les parents, ça ne veut absolument rien dire. Et même, je vais vous donner un autre défi, un petit défi, demandez, posez la question à vos parents. Qu'est-ce que ça veut dire l'enseignant du 21e siècle? Bonne chance. Okay? Vous verrez la réponse qu'ils vont se voir aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. C'est que la définition n'est pas là. Évitez d'adopter une approche trop axée sur les logiciels et les applications. Évitez les applications qui ne sont que des versions informatisées de la matière existante. Alors, pour terminer, souvenez-vous, aucun courage, aucun résultat. Ensuite, pas d'innovation sans courage. Le thème, c'est le courage. Et évitez de regarder de trop près, sinon vous ne voyez rien. Prenez soin de vous, très important. Ne soyez pas frustrés. Et finalement,
les deux qualités les plus importantes pour réussir, c'est simple, sagesse et courage. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous, en fait, entre enseignants pour discuter de tous ces problèmes. Vous savez, on a déjà balayé pas mal de mots, les compétences, les méthodes actives, le numérique, etc. Alors, ce que je retiens peut-être des deux intervenants précédents, c'est quand même ceci, Thierry l'a bien dit, on parle du numérique dans cette session, c'est que le numérique c'est un potentiel formidable. Alors celui qui vous parle est un ancien physicien il y a très longtemps, qui a mal viré vers les sciences de l'éducation, bon enfin voilà. Alors le mot potentiel, ça veut vraiment dire ça, hein, c'est le ressort qui est comprimé, on sait qu'il peut faire quelque chose, mais il n'a pas encore fait. Pour que les technologies puissent activer ce potentiel, dans l'école en particulier, il faut, ça a été dit également, que la structure change. C'est-à-dire que la structure devienne accueillante pour les effets potentiels de ces mêmes technologies. Donc on est vraiment dans une systémique. Et là, j'aimerais insister dans mon exposé, tout ce que j'entends bien souvent, les effets des technologies sur la pédagogie, ben, malheureusement, ce déterminisme laplacien qui a été adopté, je ne sais pas pourquoi, par les sciences humaines, ça ne fonctionne pas. Oui, pour les particules élémentaires, pour les, vous savez, la masse de 1 kg qui va descendre un peu incliné, ben, le déterminisme il marche bien, les planètes également. Pour les humains, je n'en suis pas convaincu, nous sommes dans des approches nécessairement systémiques, c'est important. Alors, mathématiques aujourd'hui, ben, on n'est pas tellement dans le quoi, peut-être un tout petit peu dans le comment. Ce que j'aimerais illustrer autour de ce mot qui est apparu finalement récemment, hein, la classe inversée ou les classes inversées, on verra ça, bah, c'est quelque chose d'assez récent dans le jargon. Ça ne veut pas dire, parce que je vous vois tout à l'heure me dire « Oui, mais moi j'ai eu un professeur il y a 40 ans qui faisait déjà ça ». Ben oui, c'était les minorités dont Ron a parlé, il y en avait un, oui, j'en ai eu un aussi, mais ici on est vraiment devant ce que j'appelle un phénomène, voire un phénomène précurseur, de nouveau pour les physiciens, phénomène précurseur, ça veut dire quelque chose qui annonce une transition de phase. Par exemple, quand l'eau va passer à la glace, finalement, ben, à 7-8 degrés, il y a des petits cristaux. Ben, c'est ça peut-être ces phénomènes précurseurs dont je voudrais vous parler. Alors, mes cours, je les commence généralement par une pensée que j'ai eue en arrivant. Alors, la pensée que je veux vous livrer avant de commencer le sujet proprement dit, c'est la chose suivante. Nous, les latins, les francophones, nous confondons sans arrêt enseigner et apprendre. Ça, pour moi, c'est la clé de tout le reste. Nous confondons enseigner et apprendre. Pourquoi? Ben parce que dans la langue française, on peut apprendre quelque chose à quelqu'un. Je vais t'apprendre à rouler à vélo. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui? La réponse que je donne toujours à cette dernière question est rien du tout. Vous ne pouvez pas m'apprendre quelque chose. Vous pouvez m'enseigner, me montrer, me démontrer, m'illustrer. Apprendre, c'est moi qui vais le faire. Et telle est, on verra, une des conclusions aussi de toutes les études sur les neurosciences. En anglais, par contre, le learning et le teaching sont nettement séparés. J'ai été voir dans le Oxford Dictionary, eh ben, to learn something to someone est quelque chose qui est de l'ordre de l'argot et généralement le signe de personnes mal éduquées.
vous en tirez la conclusion. Donc ma question finalement c'est, l'enseigne apprennent-ils? Je pense que ça remet un tout petit peu les pendules à l'heure. Alors, l'ère numérique, on a pas mal parlé en ne le disant pas tout à fait, mais du côté clair, du côté obscur, nous le savons bien. Ces outils numériques, c'est tout d'abord les hommes qui les créent. Hein, c'est pas une invention diabolique qu'on se retrouve avec et on se demande un peu ce qu'on va faire. Non, elles ont un côté clair, un côté obscur, on sait ça depuis le néolithique. Socrate le disait déjà à propos de l'écriture, hein, le fameux pharmacon, c'est-à-dire ces inventions technologiques qui sont blanches et noires à la fois. Le gros problème que nous avons avec toutes ces inventions technologiques qui ont précédé, vous savez, on cite souvent l'écriture, etc., etc. Je reprends un dessin qui a déjà été utilisé, comme ça vous le comprenez tout de suite. C'est il y a 3 ou 4 millénaires, 200 générations humaines ont inventé l'écriture. Socrate était déjà un grognon sur l'écriture, disant qu'avec ça, les hommes allaient perdre la mémoire. Alors franchement, à l'heure actuelle, on n'est plus avec le calame et les hiéroglyphes, on est avec ces histoires-là, et perdre la mémoire est toujours quand même d'actualité. Beaucoup plus tard, 3-5 siècles, 20 générations, l'imprimerie. L'imprimerie, c'est une invention fabuleuse également, souvenez-vous. Le texte imprimé, ce sont aussi des pamphlets qui circulaient dès la Révolution pour inciter les personnes à faire la Révolution, à changer le système, etc., etc. Donc toutes ces inventions technologiques nous ont accompagnés fortement. C'est pas qu'une histoire d'école. Moi, l'école numérique, ça me hérisse, mais largement. C'est une école, oui ou non? Eh bien, notre société, elle est déjà devenue numérique. Pointe à la ligne, et vous devez préparer les élèves, pas pour une école, Rome l'a bien dit, il y a 20 ans, 50 ans, au début du XXe siècle, mais pour l'école de demain. Et puis, on l'a, le numérique, 2 ou 3 décennies, le temps de nous retourner, c'est plus tellement... Est-ce que ça va avoir des effets positifs ou négatifs? Ça dépend des humains, former les humains, et on verra ces effets largement. Alors, finalement, vous le voyez déjà, hein, de nouveaux rapports au savoir, de nouveaux rapports au rôle. Hein. Il y avait le grand prêtre quelque part, puis le grand prof ex cathedra. Qu'allons-nous mettre maintenant sur le piédestal? Telle est ma question. Alors, quelques phrases pour nous mettre en bouche par rapport à cette, j'aime pas le mot, intégration, j'ai pas envie de dire imprégnation du numérique dans l'école et dans la société. Très intéressant, hein, cette petite vidéo, vous aurez sans doute mon diapo, discussion entre Stigler et Serre. Alors, Stigler, mais il va carrément, hein, c'est vrai qu'avec le numérique, on peut décoder beaucoup de problèmes dans la société. Il dit, vous savez, c'est pas Facebook, le numérique, qui est toxique. Les problèmes qui surviennent, c'est notre incapacité à les socialiser correctement, point. Comme Rod, je dis, je ne vais pas nécessairement faire plaisir à tout le monde aujourd'hui. Alors, Michel Serres, par contre, lui, sans doute un peu plus positif, qui nous dit, cette phrase, moi je la trouve d'une pertinence, avec nos fameux smartphones, hein, souvenez-vous de la mémoire, on n'a pas le cerveau vide, on a le cerveau libre. Les hommes inventent des technologies pour se débarrasser de tâches répétitives, fastidieuses, lourdes. Le numérique fait ça aussi. Le gros problème, et nous le voyons dans pas mal de démocraties naissantes, c'est que les espaces de liberté offerts par le numérique sont là, et nous, les humains tout pato, nos élèves, mais les profs aussi, nous avons beaucoup de mal à pouvoir les utiliser, d'investiguer ces espaces de liberté. En outre, on parle souvent des compétences, la raison, hein, qui a été mise sur un piédestal il y a quelques siècles. De plus en plus, on voit cet appel pour les compétences et les compétences transversales. C'est très important, vous savez, ce mouvement-là, qui nous fait passer des savoirs, les fameux savoirs, vers les compétences. Et vous voyez bien sur la figure ici,
cet ensemble de compétences, apprendre et apprendre toute la vie durant, collaborer, être critique, rechercher l'information, etc. Et ce qui est intéressant sur la figure, c'est le petit bandeau blanc qui est ici à l'extérieur, ce sont les savoirs. Un peu comme si les savoirs qui étaient au centre ont été externalisés, ils le sont, n'est-ce pas? Que ce soit le calcul, l'accord du participe passé, etc. Vous pouvez trouver à l'heure actuelle des tas de choses. Il y a cette externalisation. Et donc, qu'est-ce que nous devons apprendre à nos élèves, outre ce qu'il y avait, évidemment, les choses de base, c'est plus tant les savoirs et savoir-faire que les savoirs où et quand. Savoir où trouver l'information et quand est-ce que j'en ai besoin pour un problème spécifique qui peut être simplement rédiger un texte. Alors rapidement, quelques fondements épistémologiques. J'ai déjà parlé, et ils disent que je pensais du déterminisme laplacien en sciences humaines. Je pense plutôt qu'on devrait faire appel à Henri Poincaré, souvenez-vous Henri Poincaré, l'effet papillon. Doucement, Laplace, une petite incertitude là, sur les conditions initiales et tout le système diverge. Je suppose que les enseignants qui sont ici voient de quoi je parle quand je parle de petits papillons. Ce sont nos élèves. Ils sont tous différents, avec des styles cognitifs, des envies, des façons d'aborder le réel extrêmement différents. Et finalement, rassurant, Prigogine, qui nous dit que l'ordre est toujours précédé de phases de désordre, de réorganisation des structures. Et un jour, j'ai écrit un texte, est-ce que finalement apprendre, ce n'est pas mettre de l'ordre dans le désordre? Et là, on trouve une évolution du fameux behaviorisme, les recettes et les règles appliquées pour que les élèves apprennent. Le socioconstructivisme, c'est à l'élève à construire ses connaissances. Et finalement, une théorie qui n'est pas encore enseignée en sciences de l'éducation, ça viendra dans 20 ans ou 30 ans, le connectivisme, qui est finalement une application de cette théorie socio-constructiviste. On apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Hein, c'est une phrase de Philippe Carré, qui nous dit finalement les besoins des jeunes pour leur travail dans le futur. Alors, les classes inversées, ici, j'ai établi le panorama. Pour essayer de vous expliquer, mais comment se fait-il que ce concept de classe inversée, qui, en tant que mot, si vous voulez, flipped classroom en anglais, il y a 10 ans, il n'existait pas. Et tout à coup, il faut voir sur les réseaux, dans les gazettes, dans les journaux, dans les revues, on commence à participer à cela. En particulier, vous connaissez peut-être l'association Inversons la classe. En 2014, le premier congrès à Paris sur la classe inversée, 80 participants. En 2015, 200. Et en juillet 2016, 850. Ça s'appelle une exponentielle. Évidemment, il faut se méfier en tant qu'intellectuel de ces choses qui démarrent un peu comme une explosion. C'est vrai, mais écoutez, sincèrement, pour une fois, et aller au prochain congrès CLIC, classe inversée, le congrès 2017, pour une fois que j'ai rencontré des enseignants qui étaient motivés, qui avaient ce regard qui était celui, mon rôle n'est pas seulement de transmettre, mais de donner aux étudiants, aux élèves des occasions d'apprendre. Tant pis pour les grognons, je ne vais pas vous dire mon plaisir. Ça, je pense que c'est fondamental. Néanmoins, en tant qu'intellectuel comme vous, je me dis, mais c'est quand même bizarre qu'un concept pareil, aussi récent, lève autant d'avis positifs. Vous voyez le genre, hein? Les élèves développent des compétences transversales, la motivation des élèves est très grande, leur confiance, etc. Et d'autres qui disent, vous voyez bien les textes qui sont là, les leurs de la classe inversée, les résultats incertains d'une pédagogie miracle. Alors les travaux que j'ai essayé de faire, c'est comprendre comment, pour un physicien c'est important, comment, à propos d'une même chose, on pouvait dire c'est bien et c'est pas bien en même temps. Il fallait essayer de comprendre. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans les minutes qui me restent maintenant.
Alors, la classe inversée, telle qu'elle a été imaginée, donc c'était bien Flipped Classroom, ce n'est pas des ministres, des décrets dans un département, quelque part, qui ont dit il faut faire comme ça. Ce n'est pas les sciences de l'éducation, ils n'avaient rien vu venir, non. 2 enseignants de chimie dans le secondaire au Colorado qui disent on en a marre de voir les élèves comme ça pendant tout le cours, on va faire autre chose. Et leur idée, c'est celle-là. Elle a fait beaucoup de tort au concept. C'est les leçons à la maison, les devoirs en classe. Et voilà quelle belle idée. À l'heure actuelle où les savoirs sont externalisés, ben, on va dire aux élèves, à vous par exemple, ben, regardez les vidéos, les textes avant le cours ou avant la conférence et on répondra à vos questions pendant ce que je fais d'ailleurs à l'heure actuelle. Et évidemment que ça a fait du tort, cette histoire-là. Pourquoi? Mais parce que dire que les élèves vont regarder les vidéos à la maison, vous comprenez, les parents, ben, ils étaient embêtés, les parents. Allez, les enfants rentrent à la maison et ils veulent regarder sur la TV familiale le théorème de Pythagore expliqué par tel professeur. Et justement, à ce moment-là, à la télévision, il y a Plus belle la vie. Mais ça ne va pas, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que c'est cette intrusion de l'école dans la sphère familiale? Alors rassurez-vous, c'est ça qui est intéressant. Les concepts évoluent. Et le fameux « les leçons à la maison », ben, c'est devenu les leçons en autonomie, seul ou en groupe, dans des espaces aménagés dans l'école. Et c'est là que surviennent les fameux Learning Lab, etc., etc. Des lieux où les élèves peuvent prendre connaissance de la matière entre eux. Hein? Il faut que les vidéos font ça aussi bien qu'un professeur, si c'est transmettre juste le savoir. Et ça permet évidemment, par le temps, voilà, le temps qui est retrouvé, de pratiquer l'accompagnement pédagogique et la différenciation. Ça, c'est la clé. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, ne venez pas me demander « Et vous pensez que les élèves vont regarder les vidéos à la maison ?» Ben non. Ben non. Arrêtez de me demander cette question. Ben non. C'est bien pour ça que dans les écoles, on a prévu des espaces où les élèves pouvaient prendre connaissance des savoirs sans la supervision nécessaire de l'enseignant qui prenne connaissance des savoirs, de manière à pouvoir consacrer le temps de présence. C'est ça les technologies. Redonner du sens à la présence. Redonner du sens à la présence pour faire de l'accompagnement, etc. Ça, c'est ce que j'ai appelé le type 1. La théorie d'abord, les exercices ensuite. Bref, rien de changé par rapport au système habituel. Sauf qu'on a translaté dans le temps les 2 activités. Le niveau 2 au type 2, c'est différent. J'essaie de vous l'expliquer le plus vite possible. À distance, les élèves vont chercher des ressources, des informations. Par exemple, je fais des groupes, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Je vous donne des thématiques et je vous envoie sur Internet, à la bibliothèque de l'école, etc. Chercher de l'information, la valider et préparer une présentation pour vos condisciples une fois que vous reviendrez en classe. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence entre les 2 types? Si vous ne la voyez pas, c'est que vous confondez toujours enseigner et apprendre, n'est-ce pas? Parce que dans le premier type, que ce soit au travers d'une vidéo, l'enseignement est toujours là, les exercices ensuite, tandis qu'ici, les élèves explorent les contextes, ils cherchent du sens au savoir, et ensuite ils viennent le présenter à leurs condisciples. Ça, c'est le type 2. Alors j'ai fait des recherches là-dessus, je ne suis pas ici pour faire blablabla, il y a des classes inversées et tout. J'ai sondé des enseignants en Belgique, en Suisse, en France, au Québec, etc. Et j'ai effectivement trouvé les 2 types. Les enseignants qui mettaient la bannière classe inversée, ils faisaient soit la classe inversée originale, théorie d'abord, exercice ensuite, je vous l'expliquais, soit le type 2, mais surtout ce qu'ils faisaient, c'était ça. Ils prenaient les 4 événements d'apprentissage
explorer les contextes, présenter, discuter, faire le débat avec les autres. Les questions se posaient, ils avaient besoin de théorie, la vidéo, etc., apporter la théorie, et puis on se retrouvait. Autrement dit, de nouveau, entre théorie d'abord, exercice ensuite, ou exercice d'abord, théorie ensuite, encore une fois, il ne faut pas choisir, il faut faire les deux. Ça, c'est fondamental. Alors, un peu de modélisation pour terminer. Eh bien, le premier axe que je dessine ici, c'est le rapport au savoir. Savoir transmis par l'enseignant, savoir accessible dans le cloud, les vidéos, les textes, on sait ça depuis longtemps, savoir récolté par les élèves eux-mêmes, et le deuxième, le rapport au rôle, c'est-à-dire l'enseignant donne son cours, les étudiants participent aux activités, et finalement, dans le troisième, les étudiants construisent eux-mêmes le dispositif du cours. Écoutez, mesdames, messieurs, si ceci n'est pas intéressant, je vous demande qu'on ne me parle plus d'évolution de l'école, de compétences de communication, de travail d'équipe, de créativité. Voici un modèle qui essaie d'exploiter tout ça. Des enseignants qui ont mis ça en place sans attendre les conclusions des cénacles, n'est-ce pas? C'est fondamental à ce propos-là. Donc vous retrouvez le type 1, savoir avant, exercice ensuite, le type 2, et finalement la conjonction des deux qui se trouve là. Ça, c'est fondamental. Pour moi, c'est une revision profonde de l'école qui vise à faire que l'école numérique, il n'y a pas trop, l'école soit une école pour la société numérique en développant, en donnant aux élèves des lieux pour développer ces fameuses compétences du XXIe siècle. Finalement, ceci ressemble très fort à une théorie qui était déjà là en 1984, comme quoi, oui, ça existait déjà. Ah oui, mais c'est pas nouveau, ce que vous nous dites là. Non, c'est pas nouveau, mais on ne l'avait pas encore mis en place, mesdames, messieurs. C'est ça peut-être le gros problème des fameuses théories de l'éducation. Le socioconstructivisme, ça date de 60 ans, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire l'école? Et donc, le cycle de Kolb, vous retrouvez ces différentes activités à présence, à distance, les élèves qui cherchent l'information, qui viennent le partager, qui vont chercher des ressources, qui tentent de les appliquer, de transférer. Oui, c'était connu déjà depuis très longtemps. Alors, je terminerai en vous montrant une autre inversion qui est quand même fondamentale, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais Bloom, vous connaissez quand même M. Bloom. Qu'est-ce qu'il disait, M. Bloom? Il disait, pour apprendre, il faut d'abord mémoriser, comprendre, appliquer. Ensuite, quand vous serez grand, vous pourrez analyser, synthétiser, créer, évaluer, etc. Ça, c'est le schéma adopté par l'école. Les savoirs d'abord. Mais comment est-ce que les élèves pourraient résoudre des problèmes sans avoir les savoirs? Écoutez, mesdames, messieurs, est-ce que ça vous arrive souvent de lire des théories et d'avoir des problèmes ensuite? Mais dans ce cas-là, il vaudrait mieux que vous ne lisiez pas de théorie, n'est-ce pas? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, c'est pour ça que je dis la classe inversée, c'est peut-être remettre l'école à l'endroit en disant, mais oui, on va partir par des problèmes, des recherches d'informations, du travail d'équipe, et aller chercher ces savoirs externalisés pour pouvoir résoudre ces problèmes et aussi évaluer si on peut transférer les connaissances qu'on a rencontrées à d'autres domaines. Un monde qui change. Oui, moi je termine peut-être par ça. Vous savez, outre la physique et les sciences de l'éducation, je me suis toujours intéressé beaucoup à la philosophie. Je crois qu'on devrait y revenir, d'ailleurs, on y reviendra. Pourquoi? J'ai toujours remarqué chez les philosophes, il fallait être dans un camp ou dans l'autre. Certains ont fait la synthèse, c'est bien, mais très souvent, un camp ou l'autre. Qu'est-ce que c'était ces camps? Le premier, le rationalisme, la raison sur le piédestal. Et Dieu sait que c'était une bonne idée, hein? Ah oui, les progrès de l'humanité ont quand même été fabuleux. Mais malgré tout, l'école commence par là. Le monde des idées, le monde des concepts, etc., etc. Alors que d'autres philosophes, j'ai pris Locke, Héraclite, on peut en prendre beaucoup, disaient, mais est-ce que la science, finalement,
n'avance pas en négligeant l'humain, en mettant l'humain de côté, parce que l'humain c'est très compliqué, vous savez. D'où ma réflexion sur est-ce que les sciences de l'éducation feront une bonne chose d'utiliser les paradigmes des sciences exactes. Alors, non, vous n'aurez pas comme ça. Alors on dit, oui, mais vous tombez dans le dualisme, le côté clair et obscur. Allez, j'ai parlé de tout le contraire, parce qu'en effet, entre le behaviorisme, c'est-à-dire les recettes qui nous viennent du monde des idées que l'on va appliquer dans la classe, et le constructivisme, les idées qui sont présentes dans ma classe et que je vais essayer de sublimer dans le monde des idées, je pense que la classe inversée, elle tente à faire la conjonction entre les deux, en particulier au travers du cycle de Kolb. Alors, pour le forum, je laisserai le résultat de recherche, simplement pour vous dire que tout ce que j'ai dit, on le trouve, mes enquêtes ont montré qu'il y avait effectivement des enseignants de type 1, de type 2 qui mélangeaient les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que, effectivement, la différenciation pédagogique, qui pour moi est une clé, la différenciation sur les contenus, vous avez compris, sur les structures. Regardez-moi ça, cette classe! Ils sont tous en randonnion. Rand, tu as montré des photos où on avait plutôt des silos. Ils avaient l'air de travailler sur des choses différentes, etc. Ce que mes recherches montrent, c'est que, effectivement, les potentiels, les possibilités de différenciation, ils augmentent entre le type 1, le type 2, le type 3. Au niveau des procédures, c'est-à-dire des méthodes adoptées par l'enseignement, on retrouve type 2, type 3 en avant. Au niveau des productions, qu'est-ce qui est demandé aux élèves comme signe des apprentissages qu'ils ont effectués? Vous avez entendu cette phrase-là? C'est plus le professeur qui pose des questions pour l'examen. C'est l'élève qui vient avec son chef-d'œuvre en disant « Regardez avec votre cours, voilà ce que j'ai fait ». On évolue là, l'évaluation par les pairs, l'instruction par les pairs. Et finalement, au niveau des contenus, comme je l'ai dit, vous trouverez facilement quelques références sur mon blog, etc. Mon dernier livre chez Canopé et le dernier article scientifique que j'ai écrit avec des étudiants. Oui, il fallait bien que je trouve des chercheurs pour m'accompagner dans mes recherches parfois un peu folles. Donc, des étudiants m'ont accompagné dans l'écriture de cet article sur les classes inversées. Merci pour votre attention.